45 minutes. Dans la temporalité dilatée du pouvoir à Yaoundé, où chaque seconde est d'ordinaire scrutée, disséquée et rapportée par une nuée de courtisans, ce laps de temps passé dans l'isolement absolu du bureau ovale d'Etoudi représente une éternité géopolitique. Ce 17 avril 2026, à 16h12, lorsque le lourd battant de bois précieux s'est refermé sur Léon XIV et Paul Biya, le reste du monde, ministres, gardes suisses, officiers de la DSP et diplomates, a été relégué au rang de spectateurs d'un théâtre muet. Ce que les deux doyens se sont réellement dit, sans interprète, sans secrétaire et sans micro, constitue le secret le plus inflammable de la décennie, car c'est ici, dans la pénombre feutrée de la présidence, que la mystique du Sphinx a rencontré la diplomatie chirurgicale du pasteur pour une confession qui n'avait rien de religieux et tout de stratégique. L'analyse froide des enjeux nous indique que ces 45 minutes ont été divisées en 3 séquences de 15 minutes, une partition invisible mais rigoureuse où le pape a d'abord dû établir un pont de confiance biologique avant d'entrer dans le vif d'une transition qui ne peut plus attendre. Durant le premier quart d'heure, Léon XIV n'a probablement pas parlé de politique, mais de l'héritage d'un homme face à l'éternité, plaçant Paul Biya devant le miroir de son propre bilan historique. C'était la phase de l'exorcisme de l'orgueil, où le souverain pontife a rappelé au patriarche de 93 ans que la grandeur d'un règne ne se mesure pas à sa longévité, mais à la paix qu'il laisse derrière lui. Imaginez la scène, le silence seulement troublé par le souffle court du vieil homme et la voix posée du pape, expliquant que le temps des hommes est compté et que le plan de sortie n'est pas une défaite, mais l'ultime acte de bravoure d'un chef d'État qui refuse de voir son pays s'effondrer après lui. La deuxième séquence de 15 minutes a été celle de la réelle politique des noms. C'est ici que le mot fédéralisme, que le pape a tué en public, a été jeté sur la table avec la brutalité d'une nécessité chirurgicale. Léon XIV a sans doute présenté au président les rapports classifiés de l'annonciature sur l'état réel de l'armée et l'infiltration des réseaux terroristes, prouvant par A plus B que l'immobilisme actuel n'est plus une stratégie de conservation, mais un suicide assisté. Le pape a exigé des noms, des garanties sur le successeur, cette onction secrète évoquée plus tôt, en échange de la protection internationale du Vatican contre toute poursuite future. C'était un marchandage de haute volée, l'immunité contre l'alternance, le silence contre la réforme, une transaction où le pape a agi comme le syndic de faillite d'un système qui a besoin de liquider ses passifs avant que la rue ne déclare la banqueroute. Le réalisme nous oblige à imaginer la réponse du Sphinx, cet homme qui a survécu à tous les complots. Il a probablement négocié chaque millimètre de sa sortie, exigeant que l'influence de sa lignée soit préservée et que le successeur choisi ne soit pas qu'un simple technocrate, mais le garant de la pérennité du clan. Les 15 dernières minutes ont été les plus denses, celles de la cybersécurité du futur et de la stabilité régionale. Léon XIV a dû signifier clairement que si le Cameroun basculait dans la violence successorale, le Vatican retirerait ses billes et ses réseaux de soutien financier, laissant le régime seul face aux sanctions et aux insurrections. Ce tête-à-tête a été une partie de poker menteur où le pape détenait les cartes de la légitimité internationale et Biya celle de la stabilité territoriale. L'émotion de cette narration réside dans l'incertitude totale qui régnait à la sortie de ces deux hommes. Lorsque la porte s'est rouverte à 16h57, les visages étaient de marbre, mais les mains tremblaient peut-être imperceptiblement. En tant qu'expert, je vous le dis, ces 45 minutes ont sauvé ou condamné le Cameroun pour le demi-siècle à venir. Le pape n'est pas venu pour une prière, il est venu pour un audit de fin de bail. Ce tête-à-tête a scellé le destin des hautes personnalités dont les valises sont déjà prêtes, et a défini les contours d'une nouvelle décentralisation que Yaoundé va devoir feindre d'avoir inventée pour ne pas avouer qu'elle lui a été dictée par Rome. L'analyse de fond montre que Paul Biya a utilisé ce temps pour confier ses craintes les plus intimes sur la trahison de ses propres généraux, demandant au pape d'être le garant de sa sécurité physique. Léon XIV, en retour, a exigé une libération massive des détenus politiques dès le départ de son avion, comme preuve de bonne foi. Cette narration est plus longue car elle explore le vide sémantique d'une pièce où la parole est souveraine. Ce qui a été dit ne sera jamais écrit, mais sera lu dans les décrets, les nominations et les mouvements de troupes des mois à venir. En conclusion, le tête-à-tête de 45 minutes a été le pivot central de la visite, le moment où la protection au Vatican est passée de l'hypothèse à la convention secrète. Le pape a quitté Etoudi avec le sentiment d'avoir désamorcé une bombe, et le président avec celui d'avoir acheté un sursis sacré. Chaque mot pesé, chaque silence calculé dans ce bureau a été une brique posée sur l'édifice fragile du Cameroun de 2026, prouvant que la diplomatie de l'ombre reste, dans les heures sombres, le seul rempart contre le chaos. L'expertise politique nous enseigne que nous ne connaîtrons jamais la transcription de ces échanges, mais que nous vivrons leurs conséquences chaque jour, dans chaque soupir d'un peuple qui attend que les promesses d'Etoudi se transforment enfin en réalité de paix. Le battement du pendule dans le bureau d'Etoudi, lors de ces 45 minutes de huis clos, a dû résonner comme un glas pour les partisans de l'immobilisme, car ce tête-à-tête entre Léon XIV et Paul Biya n'était pas une simple entrevue diplomatique, mais une confrontation entre deux visions du temps. Le temps court d'un règne qui s'achève et le temps long d'une église qui a vu s'effondrer des empires bien plus vastes que celui de Yaoundé. Pour l'analyste averti,
Le silence qui a régné sur le palais durant ce laps de temps était le signe que les deux hommes étaient entrés dans une zone de vérité où les masques tombent. Là où le souverain pontife, dépouillé de sa réserve publique, a pu poser sur la table les dossiers que personne, absolument personne au Cameroun, n'oserait murmurer à l'oreille du chef de l'État. Nous touchons ici au cœur atomique de la stratégie de Léon XIV. L'utilisation du secret de la confession comme un levier de gouvernance mondiale. Ce que le pape a dit à Paul Biya, c'est que la légitimité internationale dont il a joui pendant 40 ans est désormais une ligne de crédit épuisée, et que le seul moyen de ne pas finir dans les poubelles de l'histoire est de transformer sa sortie en un acte de don de soi à la nation. Imaginez le président, ce maître du temps, confronté à un homme qui lui parle de son âme et de la postérité de son nom, utilisant la théologie pour justifier une retraite politique immédiate et une réorganisation profonde de l'État. Le réalisme politique nous suggère que la discussion a porté sur la cartographie exacte de la corruption au sein de la famille et du premier cercle. Le pape a probablement présenté des preuves tangibles de détournement de fonds qui, s'ils étaient révélés par le Vatican, détruiraient la réputation de Paul Biya à jamais, créant un rapport de force où l'onction secrète devient le prix de la reddition. C'était une négociation sur l'héritage. Donnez-moi la paix au noceau, donnez-moi une transition civile, et je vous donnerai le silence et la protection. L'expertise souligne que durant la seconde moitié de ce tête-à-tête, les deux hommes ont sans doute abordé la question de la mémoire sécuritaire. Qui, parmi les généraux, est prêt à trahir? Léon XIV a pu partager des informations collectées par les réseaux jésuites et les services de renseignement vaticans sur les mouvements de troupes et les velléités de putsch, plaçant le président dans une position de dépendance informationnelle vis-à-vis du Saint-Siège. C'est l'instant où Paul Biya a compris que le Vatican était mieux informé sur les complots de Yaoundé que ses propres services, une révélation qui a dû briser la dernière résistance du vieux lion. L'émotion de cette narration s'intensifie lorsqu'on imagine la fragilité de Paul Biya dans ce bureau, cet homme qui a régné par la distance et le mystère, soudain mis à nu par un pape qui lui rappelle qu'en 2026, la technologie et la jeunesse ont rendu son modèle de gouvernance caduque. Léon XIV a dû évoquer la figure du père de la nation plutôt que celle du chef du parti, une nuance sémantique qui permet à Biya de sortir par le haut, en signant les décrets de décentralisation et de fédéralisme déguisés comme s'ils étaient sa propre volonté testamentaire. Cette narration, encore plus longue et plus précise, nous permet d'entrevoir la naissance d'un pacte de Yaoundé non écrit, où le pape devient le tuteur moral du futur gouvernement camerounais. Le réalisme nous force à voir que ces 45 minutes ont été le théâtre d'une abdication feutrée, où l'on a négocié le sort des ministres qui seront sacrifiés dès le départ de la délégation papale pour donner des gages de main propre à la communauté internationale. L'analyse de fond montre que le tête-à-tête a également servi à stabiliser les relations avec les puissances étrangères. Le pape a pu assurer à Biya que la France et les États-Unis accepteraient le successeur s'il était oint par Rome, créant ainsi une zone de confort diplomatique pour une transition qui, autrement, serait soumise au vent contraire de la géopolitique mondiale. C'est le triomphe de la diplomatie de l'ombre sur la politique des muscles. En conclusion, ce que Léon XIV et Paul Biya se sont réellement dit, c'est que le vieux monde est mort et qu'il est temps de laisser la place avant que la mort ne vienne la prendre par la force. Le pape a agi en accoucheur d'une réalité nouvelle, et Biya en stratège de l'esquive finale, réussissant à préserver l'essentiel de ses intérêts en échange d'une capitulation institutionnelle. Chaque seconde de ces 45 minutes a été une brique retirée de l'ancien mur d'étoudis pour construire la passerelle vers et l'après 2026. Une narration qui prouve que l'histoire d'un peuple se décide parfois dans le souffle court de deux vieillards qui, face à face, ont enfin cessé de mentir.